Donc voilà, salam alaikum, bonsoir tout le monde. On va enchaîner par le symposium Afrique phare. Et ça va, la première présentation intitulée Le livre Simondon, indications et perspectives thérapeutiques, va être présentée par professeur Lévy Bruno de Nancy. C'est en transmission et c'est à distance. Donc j'espère que M. Lévy nous écoute. Donc à vous la parole. Bonjour à tous, je suis le professeur Bruno Lévy, je travaille à Nancy dans l'Est de la France. Merci beaucoup pour l'invitation, j'aurais bien évidemment préféré être là en personne. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler de mon expérience du lévocirondant en réanimation. Cette première diapositive vous montre le mécanisme d'action des principaux inotropes que nous utilisons. La plupart des inotropes que nous utilisons, la dobutamine, l'adrénaline, la noradrénaline, agissent par l'intermédiaire des récepteurs bêta-1 que vous voyez ici, qui, une fois stimulés, induisent un second signal et augmentent le calcium intracellulaire. Il existe aussi d'autres inotropes, l'aminonédrone, qui est un inhibiteur des phosphodiestérase 3, et le sujet du jour sera principalement le lévocimondant, dont on va parler plus tard, et dont vous voyez tout de suite que son mécanisme d'action est bien différent puisqu'il ne passe pas par un bêta-1 récepteur membranaire. Alors pourquoi chercher à utiliser une autre molécule que la dobutamine, qui est dans la plupart des référentiels considérés comme la référence? Eh bien parce que la dobutamine c'est une catécholamine et que l'on sait que les catécholamines ont une certaine toxicité, notamment au niveau myocardique, et que in fine, même si on sait que ce sont des inotropes, qu'elles sont capables d'augmenter le débit cardiaque, finalement, les résultats ne sont pas extraordinaires en termes de résultats cliniques. Regardez, il s'agit d'une revue systématique publiée maintenant il y a un certain temps avec une méta-analyse. C'était la dobutamine versus soit un placebo, soit une autre drogue, 13 études inclus. Et lorsque vous regardez les résultats, ici, la dobutamine, la partie gauche, ferait mieux, et ici, le placebo ou un autre médicament ferait mieux, et vous voyez, on est plutôt dans le contrôle fait mieux. Alors le contrôle, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça peut être un autre inotrope ou un placebo. Donc globalement, dans ce type d'insuffisance cardiaque, le suivi à long terme ne montre pas d'amélioration du pronostic en utilisant la dobutamine. C'est pourquoi, éventuellement, on est amené à utiliser d'autres molécules. Alors comment marche l'évocimondant? L'évocimondant, c'est une molécule très spécial qu'on appelle un calcium sensitizer en anglais, un agent qui sensibilise la fibre myocardique au calcium. Vous savez que la contraction, elle se fait par l'augmentation intracellulaire de calcium, mais dans ce cas-là, avec le lévocimondant, il n'y aura pas d'augmentation intracellulaire de calcium. C'est intéressant, parce que l'augmentation du calcium, elle est aussi responsable des arythmies. Et donc le lévocimondant va se fixer ici sur la troponine C, que vous voyez là, le lévocimondant. Ça va faciliter la fixation du calcium, ça va découvrir les cytactines et donc du coup ça va augmenter la contractilité. Donc c'est vraiment un mécanisme indirect. Mais tout n'est pas si simple et le lévocimondant a aussi des effets vasculaires en activant les canaux ATP potassiques dépendants sur tous les vaisseaux globalement, et ça va faire que la pression artérielle potentiellement peut baisser. C'est un effet, on va dire, accompagnateur. Ce sont des médicaments qui ne sont pas des inotropes purs, mais qui sont considérés comme des inodilatateurs. Si l'on regarde ce tableau qui résume les différentes propriétés, et notamment dobutamine versus lévocimondant, vous voyez que le mécanisme d'action est très différent, que là c'est bien un effet inotrope direct avec la dobutamine, mais surtout ce qui est quand même très important, il y a deux choses, c'est que le lévocimondant ici a une demi-vie qui est très longue. Vous voyez, la demi-vie du lévocimondant, du produit lui-même, c'est 1 heure et 30 minutes. Mais le métabolite actif, lui, peut être actif jusqu'à 80 heures. On dit entre 7 et 14 jours potentiels d'efficacité. C'est une vraie différence avec la dobutamine où en quelques minutes, vous n'avez plus d'effet. C'est important à connaître. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, que vous avez fait votre cure de lévocimondant,
eh bien, si vous avez un effet secondaire, vous allez le garder un certain temps, mais par contre, si vous avez un effet bénéfique, et ça, pour le cœur, c'est majorement important, vous allez le garder longtemps. Vous allez avoir un inotropisme après la cure qui va durer au moins pendant 8 jours et qui va vous permettre probablement d'introduire des médicaments qui sont intéressants pour le patient. Alors, le lévosimendan, pour résumer, il est inotrope, il est vasodilatateur et il y a aussi un certain degré, au moins lorsque dans les modèles animaux, de cardioprotection. Il y a quelques études qui montrent qu'il serait bien intéressant sur le ventricule droit. Et puisqu'il n'agit pas par le biais des bêta-récepteurs, il n'y a pas de tolérance. La tolérance, c'est le fait que si on continue la même dose, l'effet va baisser. Et donc, on est obligé d'augmenter la dose pour avoir le même effet. La tolérance est bien connue que la dobutamine. Alors, les effets hémodynamiques du lévosimendan, c'est bien inotrope. Regardez, ce sont des sujets sains. Placebo versus lévosimendan, 6 heures, donc là rien, et on met le lévosimendan, le volume d'éjection systolique va bien augmenter. Ça a aussi un effet sur la fonction diastolique. Si on mesure la pression capillaire, la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, vous voyez que chez le sujet sain, ne bouge pas, et que chez le sujet lévosimendan, ceux traités par lévosimendan, elle baisse à peu près de 8 mm de mercure, ce qui est important, ce qui a un vrai effet sur la charge cardiaque. Et donc, le corollaire de ça chez l'insuffisance cardiaque, c'est que les symptômes s'améliorent, comme la dyspnée ou comme la fatigue. Donc voilà, ça paraît être vraiment que des effets, en tout cas, au mieux à court terme, très très intéressants, très positifs. Et donc là, dans cette étude LIDO qui est maintenant assez ancienne, la dobu avait été comparée au lévosimendan et vous voyez bien que en rouge à dobu, en jaune à lévosimendan, et le pourcentage d'augmentation, et vous voyez que le lévosimendan est toujours au-dessus de la dobutamine, que ce soit pour le paramètre d'éjection ou pour les paramètres dits diastoliques ou de remplissage ventriculaire. Donc clairement, en termes d'hémodynamique, une supériorité certaine du lévosimendan par rapport à la dobutamine. Et c'est d'autant plus important que si on considère les patients sous bêta-bloquants, vous vous souvenez, les bêta-1, comme la dobutamine, ça agit par les bêta-récepteurs. Si ces bêta-récepteurs sont bloqués, la dobutamine, elle ne va pas très bien marcher. Et bien, on voit bien ici la différence avec le groupe lévosimendan sans bêta-bloqueur et avec bêta-bloqueur. Donc là, tout de même, le débit cardiaque continue à augmenter, alors que sous dobutamine, lorsqu'il y a des bêta-bloquants, la dobutamine est moins efficace. Et ça, vraiment, c'est un effet absolument certain et c'est très important parce que beaucoup de nos patients, en cardio ou en réanimation, sont maintenant traités par des bêta-bloquants pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors, je reviens un tout petit peu sur les phénomènes, ça c'est pour le réanimateur et c'est bien là où on est, de désensibilisation. Là, c'est la désensibilisation pour les vasoconstricteurs, adré, noradré, vasopressine, angiotensine 2. Tous ces molécules, dans les états de choc notamment, sont désensibilisées. Ça veut dire qu'ils sont phosphorylés, internalisés et dégradés. Donc les récepteurs, le nombre de récepteurs et l'efficience des récepteurs va baisser. Et donc, dans certaines circonstances, il va falloir mettre des plus hautes doses. C'est exactement la même chose en termes d'insuffisance cardiaque. Si vous stimulez les bêta-1 ou simplement le fait d'avoir une insuffisance cardiaque va produire des catécholamines endogènes, et les récepteurs, eux, vont être internalisés, notamment par le biais de cette molécule GRK2. Et ça, vous savez que c'est la base du traitement par bêta-bloquant chez les patients en insuffisance cardiaque chronique. On met des bêta-bloquants pour resensibiliser les récepteurs et avoir une efficacité à nouveau. Et je vous montre pour nous toujours, les réanimateurs, dans le cas du choc septique, si vous êtes emmené dans les cas de cardiomyopathie septique à mettre de la dobutamine, et regardez, si vous avez un patient en sepsis sévère, la dobutamine va bien augmenter le débit cardiaque. Par contre, en choc septique, la dobutamine a un effet qui est bien moindre. Et c'est quand même quelque chose à connaître, c'est-à-dire qu'un patient en choc septique, vous allez lui mettre la dobu, vous voyez, l'augmentation de l'index cardiaque, elle est très très faible. C'est vraiment ce qu'on appelle de la désensibilisation. Alors pour revenir à notre produit, le lévosimendan, c'est un produit qui existe depuis longtemps, qui est un produit pas niche, mais qui est un produit dont il n'est pas si facile que ça de trouver les vraies indications, et notamment parce que souvent on fait des grandes études sur des malades très hétérogènes, et qu'il est absolument impossible de dégager des orientations de ça, parce que vous savez maintenant, la plupart des études de réanimation, lorsqu'on compare un produit à un autre produit, c'est toujours négatif. Et donc on a publié ce papier récemment, avec Bernard Chollet et un certain groupe
d'experts français dans Critical Care et on va discuter petit à petit on va dire, les indications théoriques. Normalement, si vous utilisez du lévosimendan, eh ben, globalement, vous n'avez pas d'augmentation du calcium intracellulaire, donc moins de troubles du rythme. Ça ne fait pas beaucoup tachycardie. Pour la relaxation, c'est plutôt bon. C'est plutôt, on peut dire, probablement des actions anti-ischémiques via les canaux ATP. Puis ça diminue le recours aux catécholamines, dont on sait qu'elles sont toxiques. Malheureusement, lorsqu'on fait des études randomisées contrôlées, ben, on ne trouve pas d'effet positif. Probablement parce que, on va le voir un peu après, ces études sont mal designées, sont dans des groupes trop hétérogènes, etc. Alors nous avions fait ce très joli tableau, publié dans Critical Care, pour discuter un peu des indications théoriques. Alors vous voyez, par exemple, on va en discuter, la prévention du bas débit après chirurgie cardiaque chez les patients qui avaient une fraction d'éjection basse, ben, globalement pas. Mais si on prend les patients à qui on va faire uniquement un pontage orthocoronaire, il y a un certain nombre de méta-analyses qui le montrent, c'est probablement intéressant. Chez les patients, alors je ne sais pas si c'est tellement le cas, en attente de greffe cardiaque ou d'un dispositif d'assistance cardiaque comme un LVAD, on peut faire des cures répétées. Les gens sont en grande insuffisance cardiaque, on n'a pas encore de greffon, on leur fait une cure toutes les semaines, tous les 15 jours de lévosimendan, et ça marche bien, zéro preuve. Le choc cardiogénique, on sait tous que ça marche pas mal, qu'il y a des indications, mais clairement, on ne sait pas dans quel type de population. Et là, je suis en train de faire une étude sur le choc cardiogénique à l'heure actuelle, 600 patients à inclure, pour voir si c'est intéressant de remplacer la dobutamine par du lévosimendan. L'insuffisance cardiaque droite aiguë, probablement, mais pas de preuve non plus. Le syndrome de Takotsubo, vous savez, quand on a trop de catécholamine, etc. Excellente indication, mais bon, malheureusement, ce sont des petites séries. Donc, en gros, plutôt que de mettre la dobutamine, vous pouvez mettre du lévosimendan chez ces patients-là, mais il n'y a pas de preuve. Chez les patients, plutôt bon niveau de preuve chez les patients en insuffisance cardiaque grave ou terminale qui reçoivent des bêta-bloquants, parce que là, c'est vraiment le mécanisme d'action. Le choc septique, pour le moment, probablement pas, ou vraiment de très rares cas. Et puis, le sevrage de l'ECMO, probablement que ça facilite le sevrage de l'ECMO. On est en train de faire en France, avec Alain Combe, une étude sur le sevrage de l'ECMO pour essayer de voir si c'est intéressant. Alors, je vais passer, je vais dire assez rapidement là-dessus. En gros, des patients guidés en choc cardiogénique post-CEC, aucun effet. Mais bon, après, est-ce qu'ils étaient vraiment en choc cardiogénique, hein? Ils avaient très peu de vasopresseurs, très peu d'inotropes. En gros, l'étude a été arrêtée pour futilité. Ça fait pas mieux, ça fait pas pire. Pour la chirurgie cardiaque, on va dire, plus classique, avec une fraction d'éjection basse, on faisait le lévosimendan avant la chirurgie cardiaque et on regarde. Grossièrement, pas d'effet non plus. Alors, pas d'effet secondaire, hein, mais pas d'effet positif sur la mortalité. C'est difficile d'améliorer la mortalité, notamment en chirurgie cardiaque où la mortalité est quand même basse normalement. En insuffisance cardiaque aiguë, c'était l'étude déjà maintenant bien ancienne, en 2007, d'Alexandre Mebaza, publiée dans le JAMA, qui avait montré qu'il n'y avait pas d'effet sur la mortalité à long terme. Hein, vous voyez, c'est vraiment de 180 jours à 6 mois. Mais par contre, l'effet sur, on va dire, la rétention hydrique, restait longtemps, puisque le BNP baissait beaucoup plus longtemps et de façon importante sous lévosimendan que sous dobutamine. Donc probablement, une leçon de cette étude, c'est qu'il ne faut pas regarder à 6 mois pour l'insuffisance cardiaque. On sait que les inotropes, ce n'est pas bon pour les malades en insuffisance cardiaque au long cours, mais par contre qu'à court terme, c'est bon. Et que finalement, si on se met à 5-6 jours, on a bien amélioré le patient. C'est déjà intéressant pour passer un cap. Le choc septique, rien. Voilà, mais il y avait pas, c'était pas une bonne étude, c'est pas une bonne indication. Il y avait plus d'arythmie, il n'y avait pas de cardiomyopathie septique vraie. Donc vraiment, c'est incompréhensible de se demander pourquoi est-ce que du lévosimendan a été mis chez ces patients. Et on revient à la même méta-analyse que tout à l'heure, montrant que finalement, il y a probablement un effet du lévosimendan, mais que on mélange les pommes et les oranges, et donc c'est très compliqué de dire, alors peut-être que plutôt chez vous on dirait on mélange les dattes et les oranges par exemple, hein, et c'est plutôt un peu compliqué de dire, écoutez, voilà, les populations sont tellement hétérogènes que je ne sais pas finalement chez qui ça marche ou ça marche pas, et qu'il y a probablement des patients chez qui ça marche, mais ces patients-là sont contrebalancés par ceux chez qui probablement c'est pas une bonne indication. Donc probablement beaucoup d'études qui ont été très mal faites. Alors en gros c'est un très bon produit.
mais dont on ne sait pas très bien, on verra à la fin un peu, à l'heure actuelle, quelles sont les indications qu'on va pouvoir retenir. Alors en France, il s'appelle Zimino. Il se présente sous cette façon-là. L'indication en France, c'est traitement à court terme de l'insuffisance cardiaque chronique sévère en décompensation aiguë, lorsque le traitement habituel est insuffisant et lorsque l'utilisation d'un agent inotrope est appropriée. Voilà, ça c'est notre indication en France, sachant qu'il est utilisé dans plein d'autres indications et que l'on a fait une analyse récente qui n'est pas encore publiée, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous montrer, de l'indication en France du lévociment dans les réanimations. Alors c'est bien plus varié que ça, hein. Il y a des tas d'indications dont on va discuter un petit peu après. Alors, avant administration, ça concerne plutôt les infirmiers et les infirmières, hein, il y a tout la dilution qui est à faire bien. Et puis surtout, hein, dans l'AMM en France, en tout cas, il y a toujours écrit cette dose de charge. Jamais de dose de charge de lévociment. Jamais, jamais, jamais. Vous pouvez tuer le patient, c'est un vasodilatateur. L'intérêt, c'est vraiment de faire doucement. Et donc, en pratique, on commence à 0,1 microgramme kilo par minute pendant 2-3 heures. Si c'est bien supporté, on augmente à 0,2 microgrammes kilo par minute. Le tout pour 24 heures. C'est ce qu'on appelle une cure de lévociment. D'accord? Et on ne répète pas derrière, on peut répéter, mais pas avant 9 à 14 jours. Pour aider vos soignants, vous avez des abacs comme ça, hein, vous connaissez, avec le poids. Alors, vous oubliez la dose de charge et vous avez les doses à diluer, 0,5, 0,1, 0,2, voilà. Vous avez avec les doses. Bon, tout ça, vous devez l'avoir. Alors, les indications et les contre-indications. Alors, il est écrit hein, dans notre Vidal, dans notre livre des médicaments, insuffisance rénale sévère, mais personne ne fait attention. En réanimation, les malades ont souvent une insuffisance rénale sévère, probablement parce que le métabolite peut s'accumuler. Ça n'est pas du tout une contre-indication. L'insuffisance hépatique sévère, non plus. L'hypotension sévère et la tachycardie, qui n'est pas tachycarde? Alors, bon, les deux, hypotension sévère plus tachycardie, c'est probablement pas une bonne indication. Et là, il faut réfléchir et faire un bilan hémodynamique. Et les cardiomyopathies obstructives, ça paraît logique. Hein, si le cœur est obstrué, on ne va pas pousser dessus. Et puis, les troubles du rythme. Les principaux effets secondaires étant les troubles du rythme supraventriculaires, type ACFA, éventuellement les troubles ventriculaires, c'est très, très rare, et un peu d'hypotension artérielle, qui en général se gère très bien avec l'augmentation de la noradrénaline. Et c'est très tolérable si cela reste modéré. Et donc, pour terminer ce topo, grossièrement, donc, retenez bien, c'est un inotrope positif, mais qui a des effets vasodilatateurs et qui a beaucoup de sous-populations, et c'est là qu'on va pouvoir discuter un petit peu, dans lequel on peut l'utiliser. On l'utilise, nous, dans le choc cardiogénique, après la dobutamine, lorsque ça n'a pas marché, ou lorsque les patients sont traités par bêta-bloquants, dans le sevrage de l'ECMO, dans l'échec de la dobutamine chez les patients en insuffisance cardiaque grave, dans les intoxications bêta-bloquants, éventuellement dans les pontages à fraction d'éjection basse, dans les cardiopathies septiques graves. En gros, lorsque le cœur dysfonctionne et que la dobutamine ne semble pas le médicament idéal. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre attention et je pense qu'on aura une belle séance de questions parce que c'est vraiment ça qui est important. Et ma présentation sera bien évidemment disponible si vous le désirez. Je vous remercie. Alors, merci, professeur Lévy-Brunon de Nancy, pour cette présentation très claire, intéressante sur un médicament spécial, le lévocimendant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle sur cette thématique. Bonjour professeur Lévy et merci beaucoup pour votre topo. J'avoue qu'on reste un petit peu sur notre faim vis-à-vis de ce produit. Alors, toutes les études sont négatives, aucun effet sur, pas la survie, mais aucun autre outcome. Donc, qu'est-ce qui justifierait, à votre avis, d'acheter un produit dont le coût reste assez élevé, par exemple, pour un pays en voie de développement comme le nôtre? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui. Alors, merci pour cette question. Comme j'ai expliqué, et franchement, je le crois, il y a une énorme dissociation
entre les études cliniques, et c'est facile à dire, mais qui sont toutes très mal faites. Toutes très mal faites. Pour regarder par exemple l'étude sur la prévention de la mortalité ou des complications post-chirurgie cardiaque, les patients n'ont même pas reçu 0,1 microgramme par kilo par minute. Ils n'ont même pas reçu le minimum de la dose efficace. L'étude de Gordon sur le choc septique, elle est incompréhensible. C'est un médicament qui doit marcher sur la cardiopathie septique. Il n'y avait aucun critère cardiaque. Par contre, l'expérience clinique qui est ramenée par tous ceux qui s'en servent permet de travailler sur les pistes que je vous ai données. Et tous ceux qui ont utilisé le lévosimendan ne peuvent plus s'en priver. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris l'habitude de l'utiliser, dans l'insuffisance cardiaque, dans le choc cardiogénique, en ECMO, pour les intoxications bêta-bloquants, pour le Takotsubo, enfin, qui ne sont pas des indications non plus de tous les jours. C'est pas du choc septique et c'est pas du SDRA Covid. Mais c'est un inotrope. Et lorsqu'on a besoin d'un inotrope et que le médicament de référence à dobutamine soit ne marche pas, soit marche insuffisamment, soit ne peut pas marcher parce que le patient est traité par bêta-bloquant, ça devient une indication extrêmement intéressante. Et je vous ai parlé de l'étude qui nous a été demandée par l'HAS et la haute autorité. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, oui. Oui, la haute autorité de santé a demandé en France de faire un observatoire d'utilisation du produit. Et donc, on a enregistré à peu près 800 cas patients. Ce n'est pas encore publié, mais on a commencé à l'analyser. Sur l'ensemble on va dire, des gros centres hospitaliers français, mais pas uniquement des CHU, hein, des centres hospitaliers universitaires, mais des centres hospitaliers non universitaires. Et on s'aperçoit que le produit est très utilisé. Il est très utilisé malgré le manque de preuves par la médecine factuelle, comme on l'entend à l'heure actuelle. Mais je vous invite à lire toutes les dernières études, notamment publiées dans New England Journal of Medicine sur le lévosimendan. C'est pour nous assez incompréhensible la façon dont ont été designées ces études. Soit parce que les patients n'ont pas reçu le produit, c'est quand même un comble, et je ne sais pas comment les reviewers ont pu laisser passer ça, soit parce que ce n'est pas l'indication. C'est comme si vous mettiez, je ne sais quel... je sais pas moi, quel produit, moi, la vitamine A dans les yeux pour traiter le choc cardiogénique. Ben, c'est la même chose. Voilà. Et donc là, je comprends pas très. Et donc, c'est un produit qui n'est pas un produit de première attention. Et j'ai bien fait attention à le dire. La dobutamine reste l'inotrope de choix, mais la dobutamine a aussi beaucoup d'effets secondaires. Et puis, on est toujours dans cette distorsion, c'est la dobutamine, vous avez vu, elle n'a pas non plus prouvé, ça fait des années qu'elle est utilisée, j'étais interne, on utilisait déjà la dobutamine, elle n'a rien prouvé, la dobutamine. On sait que c'est un inotrope, c'est capable d'augmenter le débit cardiaque. Personne n'a jamais montré qu'augmenter le débit cardiaque servait à améliorer la survie du patient. Même Jean-Louis, qui était là tout à l'heure, qui vous a montré des choses sur l'augmentation du débit cardiaque, la volémie, mais personne ne sait si vraiment ça va améliorer le pronostic du patient ou pas. Voilà. Et donc, on est entre cette logique clinique du clinicien qui dit quand même, lorsque mon patient est hyperlactatémique, en bas débit, que je mets un inotrope, ça va mieux, le débit augmente et le lactate baisse. Et puis, in fine, la preuve. Voilà. Alors, le coût, je ne le connais pas dans votre pays. En France, il a considérablement baissé depuis que c'est devenu un médicament générique, puisque ça fait un certain temps qu'il est, donc ce n'est pas le cas dans votre pays. Mais je crois vraiment que c'est un produit qu'il faut apprendre à connaître. Et le maniement est assez facile. Si, nonobstant, vous oubliez la dose bolus, je crois que ça sera dit par tout le monde, que vous ne mettez pas ça chez un patient vasoplégique, ça n'empêche pas de le mettre chez un patient qui a un peu de noradrénaline, vous verrez que c'est un médicament qui est très bien toléré. Et l'intérêt de cette demi-vie très longue, notamment chez les patients cardiaques, c'est qu'elle permet de stabiliser le patient pendant 7 à 10 jours et de pouvoir lui introduire des traitements de l'insuffisance cardiaque notamment, donc des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des bêta-bloquants, etc. Et cette association bêta-bloquant plus lévosimendan, elle est extrêmement intéressante, puisque d'un côté, vous agissez sur le récepteur bêta en faisant du bêta-bloquant, et de l'autre côté, vous stimulez quand même l'inotropisme. Vous voyez, donc vous obérez un petit peu l'effet inotrope négatif des bêta-bloquants. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi dans l'intoxication en bêta-bloquant.
Merci. Alors, il y a une deuxième question, professeur Delboul. Oui, Bruno, bon, c'est Jean-Louis. Je sais. Je sais que tu sais. Je te renvoie le message que tu m'as envoyé il y a 10 minutes, ouais, un quart d'heure, par SMS. Non, sérieusement, je voulais te parler justement du sepsis ou du choc septique. Bon, il y a des recommandations de la Surviving Sepsis Campaign qui avait été publiée en 2021 qui recommandent contre l'utilisation, pas neutre, contre l'utilisation du lévosimidan dans le cas de la dysfonction cardiaque septique. Moi, j'ai jamais réussi à comprendre réellement d'où venait cette recommandation qui est contre. Hein, c'est très fort, hein, c'est pas rien, quoi. J'ai demandé, bien évidemment, aux soi-disant experts qui l'avaient établi, mais ils m'ont jamais donné une réponse très claire. Est-ce qu'il y a des éléments dans la littérature, en dehors d'études de Gordon, qui est ni fait ni à faire, qui justifient d'être contre l'utilisation du lévosimidan dans le cadre de cardiopathie septique? Quel est ton avis là-dessus? Alors, merci Jean-Louis, bonjour Rolfa. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un message de prudence globale. C'est-à-dire, comment dire, l'indication d'un inotrope dans le choc septique, on regarde les séries, je sais pas, nous on a repris notre série, on l'utilise, alors chacun c'est sa manière de faire, hein, dans le choc septique, dans 20 à 25% des cas, pas très longtemps globalement. Et donc, il y a potentiellement un danger avec une molécule qui est tout de même un vasoplégiant, qui n'est pas un vasoplégiant majeur, mais qui est tout de même une molécule de vasoplégiant. Et je pense que c'est plutôt, j'allais dire, un message global de prudence, sachant que, toute honnêteté, dans un service qui fait quand même aussi du choc septique et du cœur, on l'a très peu utilisé dans cette indication. C'est-à-dire des cardiomyopathies septiques assez sévères, résistantes à la dobutamine, qui n'évolue pas vers un choc cardiogénique qui va nécessiter une assistance par ECMO, ça restera. Voilà. On l'a fait une ou deux fois. On l'a fait là récemment sur une légionellose grave avec une cardiomyopathie à légionnelle. Ça s'est très bien passé. On l'a fait parce que le patient était traité par bêta-bloquant, qu'à 5 gamma 7 microgrammes kilo-minute de dobutamine, on a constaté aucun effet. Et donc, on l'a fait. Mais clairement, nonobstant le papier que tu as copublié avec Andrea Morelli, dont on peut aussi discuter sur certaines choses, il n'y a quand même pas beaucoup d'argumentaires et la plupart des méta-analyses montrent que c'est faisable, mais qu'il n'y a pas de supériorité par rapport à la dobutamine à cette indication-là. Par contre, c'est un inotrope et chaque fois qu'il y a le cœur en jeu, c'est un médicament dont on peut se poser la question de dire est-ce que je veux en mettre ou est-ce que je ne vais pas en mettre, avec tout ce que j'ai dit avant, et notamment le fait que ce n'est pas pour le moment l'inotrope de référence. Donc pour moi, la question, c'est plutôt une question de prudence globale sur un message mondial. Alors, Mais c'est vrai que j'aurais pu dire, en cas de cardiomyopathie septique sévère chez un patient traité par noradrénaline, on peut tenter le lévosimidan avant d'envisager des techniques plus compliquées. J'aurais plutôt mis ce type de phrase aussi. Très bien. Donc, il y a une troisième question. Merci beaucoup. Professeur Touzani, CHU de Fès. Dans la même continuité au fait, en effet, il y a un gap. On a l'impression qu'il y a un gap entre l'expérience du clinicien et les essais qui sont négatifs. Est-ce que vous en avez fait l'expérience pendant la période Covid? Je pense à ces patients SDRA sévères, peut-être dysfonction VD, avec de l'HTAP, parce que j'ai vu que vous avez mis des indications sur vos plaques, avec une cardiopathie septique grave et peut-être sous bêta-bloquant. Donc, est-ce que vous en avez fait l'expérience pendant la période Covid ou pas? Alors, clairement, même si l'Est de la France a été très, très atteint par le Covid, contrairement à d'autres, je ne peux pas dire que l'insuffisance cardiaque droite aiguë était un problème majeur pour nos patients. Alors, en théorie, le lévosimidan est aussi un vasodilatateur pulmonaire, donc ça peut être relativement intéressant dans certaines indications. Ça se fait un peu en sortie de CEC, sachant que la milrinone a aussi un peu les mêmes propriétés. Pour répondre de façon précise à votre question, pour ce qui est de mon service, on s'en est pas servi pour le Covid en lui-même. Voilà.
sachant que bon, on a un centre d'ECMO et qu'on avait beaucoup de patients traités par ECMO VV et peut-être un peu moins de patients un peu plus classiques. Mais je crois vraiment, pour répéter dans le sens de la réponse que j'ai fait à Jean-Louis, quand même, c'est dans la pathologie cardiaque que le lévossémandant a sa place. Voilà, enfin, faut pas l'oublier, hein, l'indication en France, c'est l'insuffisance cardiaque sévère, etc. Et que c'est vraiment là qu'il faut vraiment là qu'il faut la discuter. Un patient, insuffisance cardiaque chronique, sous bêta-bloquant, qui décompense, qui a des gros œdèmes, vous n'y arrivez pas avec la dobutamine, honnêtement, ça marche très bien. Alors, ça vous donne du temps. Ça sauve pas la vie sur 6 mois. Tout le monde le sait que les inotropes au long cours, ça ne sauve pas les patients. Par contre, ça vous donne du temps. Ça vous donne du temps pour remettre des traitements, pour refaire uriner le patient, lui faire perdre du poids, etc. Et là, c'est vraiment des indications excellentes. Hein. C'est plus de l'insuffisance cardiaque aiguë, est une très bonne indication. Il faut reconnaître. Le choc cardiogénique, ça dépend la définition, ça dépend le stade, etc. Là, j'ai un PHRC en France qui va commencer bientôt, qui va évaluer le lévossémandant versus la tactique classique avec la dobutamine sur un paramètre composite sur 600 patients. Donc, on aura peut-être une réponse dans une population assez homogène. En tout cas, comme vous l'avez bien dit, et ça, vraiment, l'étude française qu'on n'a pas encore publiée, enfin, l'observatoire montre cette dissociation entre ce produit qui existe depuis très longtemps, dans lequel on a un petit peu de mal à statuer, versus l'impression clinique qu'ont les cliniciens qui s'en servent. Alors, je vais reprendre un vieil exemple qui était la protéine C activée, où je ne pense pas que vous l'ayez connu, mais les cliniciens qui se servaient ça fait longtemps quand même, qui servaient de la protéine C activée, il n'y avait pas de notion scientifique. Il y avait une étude en New England, puis une deuxième qui n'a pas marché. Et tout le monde a vu des malades rosir aller beaucoup mieux alors qu'ils étaient en choc septique catastrophique. Mais ça, c'est pas une preuve scientifique. Voilà. Donc, on aimerait bien maintenant avoir Monsieur Bruno, si vous pouvez un petit peu résumer la chose. Voilà. On aimerait bien maintenant identifier des patients qui répondent à des critères vrais, un peu en dehors de la médecine basée sur l'épreuve. Voilà, merci, professeur. J'ai peut-être une petite dernière question, si vous pouvez répondre assez rapidement. Volontiers. Merci. Alors, quel est le timing de début de lévossémandant par rapport à l'échec de la réponse à la dobutamine 48 heures plus 48 heures par rapport au pronostic. Est-ce qu'il y a une littérature là-dessus? Je peux pas. Enfin, juste pour répondre, on est en réa, c'est aigu. Vous avez un patient qui est défaillant. Vous mettez de la dobutamine, vous voyez qu'il devient de plus en plus tachycarde, mais le débit n'augmente pas, la durée n'augmente pas. Vous mettez le lévossémandant. Voilà. Et vous faites un switch. Mais le switch, c'est comme tout médicament, vous faites l'hémodynamique avant, après, et vous mettez le lévossémandant. Quelques heures après, vous regardez. On le voit tout de suite. Hein, ça marche très vite. Et il faut regarder si c'est efficace ou pas efficace. Et si c'est efficace, vous arrêtez ou vous commencez à sevrer la dobutamine. Merci beaucoup, professeur Bruno Livy de Nancy, pour ces éclaircissements, ces informations concernant ce médicament, le lévossémandant. Et voilà, donc je crois qu'on va passer à la prochaine présentation, prochain symposium. Merci beaucoup. Tu veux...